Bonjour à tous, bienvenue pour le webinaire de ce matin sur le challenge, la simulation de la propagation d'une nappe d'hydrocarbures suite à une pollution marine accidentelle. Donc, pour rappeler un petit peu l'ordre du jour, on va présenter le challenge. Ensuite, on va rappeler les objectifs. On va représenter les datas du challenge, rentrer un petit peu plus dans les détails. Et enfin, on va écouter on va lire vos questions et on va y répondre directement pour avoir un vrai échange et faire intervenir un maximum de monde. Donc, sans plus attendre, je vais demander à Monsieur Assou, directeur général des ports d'El Jadida, l'ANP, de me rejoindre pour lancer le challenge et le webinaire. Merci beaucoup. Donc, comme vous avez dit, l'objectif de ce webinaire, c'est de rappeler les objectifs de ce challenge, exposer les données qu'on a mis à la disposition des participants. Et l'objectif principal, bien entendu, c'est d'entendre les différentes questions des participants et de répondre en temps réel et fournir les compléments d'information nécessaires. Donc, je vais faire une petite présentation pour rappeler les objectifs du challenge et relater les données qu'on a mis à la disposition des participants dans la plateforme dédiée au projet. Donc, le challenge de la simulation de la propagation d'une nappe d'hydrocarbures suite à une pollution marine. Donc, ce challenge vise, comme on a dit, à la maîtrise des risques de pollution marine accidentelle par les hydrocarbures, qui constituent un défi majeur et continu pour les sociétés pétrolières et aussi pour les autorités portuaires. Donc, la prédiction du scénario de propagation de la nappe de pollution participe à l'amélioration et à l'optimisation de l'efficacité des interventions de lutte contre la pollution en termes d'exploitation des moyens et de temps d'intervention. À titre de rappel, pourquoi le pôle Jean Phosphore a choisi ce challenge, parce que c'est un port qui connu une forte évolution du trafic, notamment le trafic d'une partie du trafic concerne les hydrocarbures et des autres vracs liquides qui présentent ce risque de pollution. Donc, le trafic des hydrocarbures, comme j'ai précisé, donc il est en pleine extension et actuellement, il représente 3,5 millions de tonnes, mais il est appelé à évoluer compte tenu des investissements qui commencent à s'installer dans l'arrière-port de Jean Phosphore. Donc, dans le court terme, le port de Jean Phosphore est appelé à devenir le premier port pétrolier du royaume et remplacer ainsi le port de Mohammedia dans cette vocation. Donc, compte tenu de ce trafic important qui commence à s'installer et à se développer dans le port, donc, bien entendu, les dépositaires d'enjeux, la collectivité ont un souci majeur parce que à proximité du port, il y a des sites protégés, il y a des sites touristiques et des zones halieutiques qui sont sensibles à ce type de pollution. Sur le marché, bien entendu, il existe des logiciels performants pour la simulation de la propagation de la nappe, mais leur complexité, leur temps de réponse, et vu qu'ils ne sont pas connectés aux données en temps réel, donc leur utilisation présente plusieurs contraintes
et on peut dire qu'ils ne sont pas très utiles, surtout pour agir sur le terrain rapidement en cas de pollution. Des objectifs donc, de ce challenge, c'est d'avoir un outil simple qui a un temps de réponse rapide, qui peut recueillir les données utiles en temps réel et qui fournit des résultats avec une précision acceptable pour pouvoir dimensionner, donc, bien entendu, les moyens de lutte. On a mis à la disposition des participants un ensemble de données constituées des statistiques du trafic, des données météo, des levées bathymétriques du port, ainsi que le plan du port, la nature des produits pétroliers qui transitent par le port, la délimitation et le plan du port, et des références bibliographiques. Donc, si on relate, donc, par exemple, la nature et les statistiques des différents produits pétroliers qui transitent par le port de Jaffa, les données météorologiques du port de Jaffa. Les données comprennent aussi des informations détaillées sur les marées, les niveaux d'eau, les régimes des vents, des courants et des houles. Comme j'ai dit, donc, le levé bathymétrique et le plan du port. La délimitation maritime du port de Jaffa avec des coordonnées précises. La grille des coordonnées du port de Jaffa. Et aussi, donc, les données SAR Sentinel-1, c'est un outil de cartographie opérationnelle de la pollution par les hydrocarbures en mer dans la région Rabah Safi. Cet outil a été développé par l'université Chouaib Toukali avec ses partenaires dans le cadre du projet NAFCOST. Et aussi, donc, des sites qui donnent donc, des références bibliographiques tels que donc, le site du CEDRE, de l'INRIS, les deux sites français et aussi donc, le site de la météo Maroc. On a reçu plusieurs réponses, plusieurs questions des participants donc, sur la plateforme, demandant pour les travaux d'abathymétrie, est-ce que les nouveaux méthodes qu'on voit sur des vidéos en ligne permettent de faire des levées du fond avec des petits bateaux contrôlés avec une manette à distance et développés pour prendre 4 points par seconde, peuvent pas optimiser le phasage ou bien on les a jamais essayés pour savoir. C'était ça la question, même s'il n'est pas un rapport direct donc, avec donc, notre réponse, c'est que vous pouvez proposer n'importe quelle technologie. L'essentiel, que la solution finale réponde aux objectifs du challenge, à savoir un outil informatique, comme on a précisé, avec l'ensemble des objectifs. Donc, et deuxième question, donc, qui a demandé les images satellites. C'est une question très, très intéressante. Donc, qui a demandé des images satellites des nappes des hydrocarbures et aussi donc, les liens pour pouvoir télécharger ces images. Donc, notre partenaire, l'Université Chouaib Toukali, a répondu à cette question en présentant l'ensemble le site web donc, à partir duquel on peut télécharger des images et plusieurs précisions concernant donc, ce type comment avoir les données et ils sont même prêts à fournir, après bien entendu signature d'une convention d'utilisation, présenter les images. Donc c'était grosso modo donc, les questions, les données qu'on a mis à la disposition, un rappel des objectifs. Donc, et je reste à votre disposition, des dispositions des présents, des participants, pour répondre à leurs questions et leur fournir des éventuels compléments d'informations. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Assou. Je vais demander maintenant à Monsieur Sahanan, chef de service de l'environnement à l'ANP également, de me rejoindre pour pouvoir nous en dire un petit peu plus sur le challenge.
Bonjour. Euh, comme a bien présenté Monsieur Hassou, l'ensemble des données sont exhaustifs et permettent très bien de simuler la propagation d'une nappe dans la zone du port de Georges Phosphore et la zone mitoyenne. Euh, L'intérêt de ce challenge, de démarrer avec le premier, un challenge pilote au niveau du port Georges Phosphore pour permettre l'intervention des moyens des moyens de déploiement par les opérateurs du port et par l'autorité portuaire des moyens de lutte contre la pollution, ainsi que simuler la propagation de la nappe pour les produits transitant par le port donc, et rationaliser le déploiement du matériel et l'efficacité de l'intervention. Le, L'intérêt du challenge, c'est de développer une application informatique qui sera facile et utilisable, facilement utilisable par les opérateurs du port et par les représentants de l'autorité portuaire pour permettre la simulation de la nappe avec les différents types de produits, juste en stimulant, à titre d'exemple, en déterminant la position de la provenance de déversement du produit, que ce soit à l'entrée du port, au niveau des quais, et avec une connexion, une intégration des données instantanées des conditions météorologiques du port, on peut très bien simuler la propagation de la nappe dans le temps, euh, dans le, dans le temps en tenant compte les levées bathymétriques du port et les modèles de propagation au niveau que ce soit au niveau des eaux profondes ou des eaux moins profondes. Merci. Merci. Merci, Monsieur Sanan. Du coup, je vais demander à Monsieur Kamal Labassi de me rejoindre, professeur et chercheur à l'UCD, pour nous expliquer un petit peu plus ce phénomène. Oui, alors bonjour tout le monde. Alors de mon Bonjour. côté, je ne peux que donc en quelque sorte euh, entériner ce qui a été dit par Serso et Sanan. L'Université Chouaib Toukali est tout à fait disposée à apporter son expertise et mettre à la disposition toutes les données dont il dispose pour pouvoir un petit peu en quelque sorte simuler cette problématique de propagation d'une nappe d'hydrocarbures. Alors, comme ça a été donc justement exprimé dans la présentation de c'est Mohamed Hasso, on dispose de pas mal de données et d'expertise qui pourraient donc en quelque sorte apporter un aide et un soutien aux différents participants à ce hackathon. Alors, j'aimerais juste rajouter peut-être une autre chose. Euh, on pourra en quelque sorte travailler dans un premier temps sur le port de Jar Flasfar, étant donné donc l'un des ports les plus importants au Maroc. Mais ça serait bien justement donc de penser à un outil qui pourrait donc en quelque sorte être étendu à l'ensemble des côtes marocaines. Comme ça, on protégerait non seulement le port lui-même, mais j'allais dire l'environnement autour, à savoir justement des environnements qui sont plus ou moins fragiles. Donc, pour pouvoir un petit peu conclure, euh, l'objectif serait donc de mettre en place ou de fournir un outil simple, rapide, justement à mettre à la disposition des décideurs pour agir en temps opportun. Et je reste à disposition en cas d'explication pour, euh, pour un point ou un autre, justement, sur ce hackathon ou sur ce challenge. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Labassi. Je vais demander maintenant à Monsieur Lasri, professeur et chercheur également à l'UCD, de me rejoindre pour dire quelques mots. Si Monsieur Lasri est là.
Je ne sais pas si M. Lasri nous entend, mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais passer au prochain. Donc, M. Abdallah Lamtarki, directeur technique à Hydrocarb, de nous expliquer donc, sa présence dans ce challenge et nous expliquer qui est Hydrocarb aussi par la même occasion. Est-ce que vous m'entendez, M. Lamtarki? Oui. Moi, je propose, Madame Delaïde, comme c'est le plus important dans ce webinaire, c'est d'entendre donc les participants. Si on peut donc. Passer directement aux questions-réponses. Oui. Très bien. Et donc, et en fonction de ça, donc l'ensemble donc des panélistes répondront donc aux questions et interviendront donc en fonction des questions posées. Super. Bah, écoutez, donc les participants, je vois que vous êtes connectés. Ce que je vous propose, c'est d'aller dans la partie Q&A et de pouvoir poser vos questions pour qu'on puisse y répondre au fur et à mesure. Le temps d'avoir des premières questions, peut-être que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez choisi ce port en particulier en termes de première étude. Donc, comme j'ai précisé dans ma présentation, donc, le port de Jaffa est appelé à devenir, dans le court terme, le premier port pétrolier du Maroc. Donc, le trafic des hydrocarbures connaît un développement très important. Cela grâce à l'ensemble des investissements réalisés par plusieurs sociétés pétrolières qui installent leurs dépôts de stockage à proximité du port. Donc, ce port qui a beaucoup de qualité en termes d'infrastructure, vu les profondeurs importantes et les capacités importantes à recevoir des grands pétroliers, et compte tenu de sa situation géographique au centre du Maroc, à proximité de l'ensemble des zones industrielles, des zones de consommation des hydrocarbures et de l'énergie. Donc, le port, maintenant, est devenu un élément important et capital dans la stratégie énergétique du royaume. Aussi, à proximité du port, il y a plusieurs sites sensibles, on l'a précisé, tels que la lagune Walidia, la lagune Sidi Moussa, qui sont des zones naturelles, des réserves naturelles protégées. Il y a aussi donc des zones touristiques importantes, telles que les plages de Haouzia, les sites touristiques autour, la plage Sidi Bouzid. Et aussi, donc, il y a une importante richesse en termes de pêche, d'algues, connue à l'échelle mondiale. Donc, l'ensemble de ces sites qui sont sensibles, le développement des hydrocarbures et la tendance du port à devenir le premier port pétrolier du Maroc, tout ça donc, nous a poussé à choisir ce challenge et choisir le port de Jaffa comme port pilote en attendant donc d'étendre donc cette réflexion à l'ensemble des ports et à l'ensemble des zones du Maroc. Merci beaucoup, Monsieur Assou, pour cette précision. Du coup, je vois qu'il n'y a toujours pas de questions. Je pense que les personnes soit ont eu toutes les réponses, soit sont timides, ou alors ils attendent d'avoir les replays pour être plus connectés. Je vois sur les invités que
vous êtes quand même un petit peu présent. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Ah, je vois une première question. Super. Alors, Donc, je pas pense lire que la question. c'est M. Labbassi, donc le chercheur, donc c'est notre spécialiste sur les images satellites, donc il peut répondre à cette question. Est-ce que vous pouvez lire la question comme ça, elle sera enregistrée sur le. Bon, je vais la lire. How do you get real-time Sentinel-1 satellite image? Oui, alors, les données de Sentinel sont disponibles justement, moyennant justement une politique d'utilisation de données free of charge de l'Agence spatiale européenne. Et donc, nous avons donc déjà, comme ça a été donc présenté dans la présentation de M. Hasso, nous avons donc le lien qui permettrait un petit peu à tout le monde de télécharger ces données. Il n'y a pas que les données Sentinel-1. Donc, c'est vrai que les données Sentinel-1, c'est des données radar qui peuvent renseigner un petit peu sur les taches d'huile sur les océans. Mais bon, en plus de ces données Sentinel, il serait donc en quelque sorte judicieux de croiser ces données Sentinel à d'autres types de données, en particulier les données Sentinel 2 et d'autres types de données, pour pouvoir un petit peu caractériser, j'allais dire, la nature du produit des huiles qui sont déversées. Donc, les données sont disponibles. Je peux par la suite, si vous voulez, fournir le lien, ou c'est déjà fourni à CERSO, le lien qui peut être utilisé pour télécharger ces données. Donc, bien, les liens, M. Labbassi, sont mis à la disposition donc, des participants avec l'ensemble des explications qu'on a reçues. Donc, ils sont publiés sur la plateforme dédiée au projet. Donc, l'ensemble des participants peuvent accéder à ces données. Et bien, s'il y a des demandes d'explications complémentaires, donc ils peuvent soit les poser maintenant dans ce webinaire, soit donc nous communiquer via la plateforme. J'aimerais juste ajouter quelque chose. Il y a les données, mais il y a le traitement de ces données pour fournir une information. Donc, en plus des données qui sont brutes, qui sont là, l'Université Chouaib en tant que partenaire de l'AMP est tout à fait disposé donc à supporter tout participant justement en termes d'accompagnement pour pouvoir un petit peu éventuellement traiter ce type de données, voire même mettre à la disposition les informations ou les produits qui sont générés à partir de ces données-là. Voilà. Super, merci. Prochaine question. Est-ce que vous aviez déjà quelques situations répertoriées, observations satellites ou autres, que l'on peut utiliser pour valider le modèle de propagation? Oui, effectivement. Donc, nous avons notre équipe justement a exploité un certain nombre de données depuis 2017 et on dispose justement d'un répertoire des différents cas recensés en quelque sorte dans la région entre Mohammedia et Safi. On n'a pas encore, il n'y a pas eu de grand accident justement, mais nous avons en quelque sorte répertorié à partir des données satellitaires des cas de déversement d'hydrocarbures dans cette région-là, entre Mohammedia et Safi. Donc, qui peuvent là aussi être mis à la disposition de tous les participants, mais comme ce sont donc des produits qui sont donc générés dans le cadre d'un projet bien précis, donc on va les mettre à la disposition des participants moyennant une convention qui
donc signé entre nous et l'utilisateur. Merci beaucoup pour votre réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'aimerais juste apporter une précision justement à propos du challenge et à propos de l'application. Donc le plus important serait donc de détecter en un temps vraiment record un déversement X. Et là, donc, moi, je peux donc, comment dire, je peux en quelque sorte préciser que l'apport d'une image satellite, parce que l'image satellite, c'est une image qui peut donc donner une idée sur de grandes zones, ce qui est vraiment très important, donc qui peut apporter pas mal de plus par rapport à des observations directes. Donc, l'idée serait donc dans un premier temps, donc de détecter en un temps record un déversement. C'est à partir de là, justement, que tout le processus sera donc déclenché. Donc, si on met beaucoup de temps pour détecter dans un premier temps la pollution, le temps joue un rôle très important. Donc, il faudrait détecter en un temps vraiment quasi instantané quand le déversement aura lieu. Et donc, je pense que l'image satellite a un grand atout pour pouvoir un petit peu observer de grandes zones en même temps. Merci beaucoup pour cette précision. Nous avons une nouvelle question. C'est Do you have a big enough database to train a neural network model for oil slick detection and pose estimation? Je pense que l'ensemble des données qui ont été justement énumérées par CSO dans sa présentation, que ce soit donc des données météorologiques, des données sur le port, les données sur la nature des produits, donc ce panoplie justement donc, de différents types de données serait donc très important et nécessaire pour mettre en place un modèle consistant. Donc il s'agit donc de l'ensemble de données qui sont nécessaires pour tout modélisation. Et je réponds par oui, effectivement, ces données ou l'ensemble, le croisement de toutes ces données donnerait certainement donc, des résultats satisfaisants si on l'exploite d'une manière optimale. Merci beaucoup. Alors, il y a d'autres questions? J'ai pas de questions encore pour le moment, c'est le temps que ça arrive et que ça réfléchisse. Du coup, Adèle, là, dans le... Oui. il y a une question sur la plateforme. Bonjour. All right. Tu peux la Pouvez-nous lire? délimiter la zone d'étude, surtout limite niveau océan? Pardon? Non, Pouvez-vous délimiter la zone d'influence sur tout côté océan? Jusqu'où est-ce que vous souhaitez que ça intervienne? C'est peut-être une réponse. Mais bon. Oui, vraiment. Donc, comme vous avez précisé, M. Labbassi, donc, notre souhait, c'est d'avoir la zone la plus étendue possible. Donc, pour pouvoir, comme vous savez, donc, ce problème de marée noire, donc c'est un problème qui concerne tout le monde. Donc, et tout le monde se sent donc intéressé à étudier, à savoir, à prévenir, même si des zones lointaines.
Donc, dans un premier temps, donc, on a fourni donc, les éléments nécessaires pour recueillir les images satellites d'une zone située donc, et les préciser sur la plateforme située entre Rabat et Safi. Dans un premier temps, on va s'intéresser donc au voisinage du pôle Josephat. Donc, on a donné les coordonnées aussi donc, de la zone qui relève de l'autorité de l'Agence nationale des ports, mais bien entendu, donc, parmi les qualités souhaitées sur l'outil, c'est de pouvoir donc recueillir les données sur la zone la plus étendue possible, parce que, je répète, donc le problème de la marée noire, il faut le prévenir, il faut savoir, même s'il est loin, même s'il est dans les eaux territoriales d'un autre pays voisin, donc il est de notre intérêt, notre devoir de recueillir l'information si c'est possible pour pouvoir préparer la lutte, parce qu'en fonction des conditions climatiques, on peut être, donc nos zones peuvent être donc impactées, et aussi donc dans le cadre des coopérations entre les différents pays, donc des coopérations internationales au niveau régional ou international. Donc les opérations de lutte, il y a une coordination, il y a des aides mutuelles entre les différentes États sur le sujet de la lutte contre la pollution. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc, on n'a pas de limite de zone en particulier. Donc, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Oui, si vous permettez, donc, je reviens toujours justement à cet apport d'une image satellite. Et quand on observe justement une zone, c'est donc sur une étendue, une image peut donc vous donner donc une idée sur un étendue qui peut aller jusqu'à 350 km. Donc, si on a donc une image dans sa partie gauche ou à sa partie droite, justement sur la côte marocaine, on peut aller jusqu'à quelque chose comme 250 km, donc en même temps, qu'on est en train de voir en même temps. Et comme ça a été dit par Serso, l'idée serait donc d'anticiper et de voir, même si on est vraiment au-delà de la zone d'action du port du Georges Flasfar, l'idée serait donc de détecter une tâche quelconque et puis donc d'agir en conséquence. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à les poser. Tous les mentors sont là pour vous répondre. Alors, sur la plateforme, je n'en vois plus. Alors, est-ce que toute tâche dans une image est signe d'hydrocarbure? Non, justement pour répondre à ce question, non. C'est pour cela justement qu'il faut croiser d'autres types de données. Ce que j'ai dit donc tout à l'heure, on peut très bien détecter par exemple une tâche dans un données radar, mais dans une donnée radar, je veux dire, mais bon, il faut aller croiser d'autres types de données, aller chercher l'information à partir de d'autres types de données. Donc, il faut plutôt, quand on a une tâche suspecte, l'idée serait donc d'aller en quelque sorte chercher l'information à partir, par exemple, des données sentinelles ou aller chercher l'information à partir de d'autres types de données pour caractériser d'une manière spectrale cette tâche et dire si c'est vraiment de l'huile ou autre chose. D'accord. Alors peut-être, je demande plus de précision. À quel type de tâche pouvons-nous avoir affaire, du coup? J'ai pas bien saisi la question. À quel type de tâche vous dites?
Oui, quel type de tâche? Vous avez dit hydrocarbures, mais ça peut être aussi autre chose. Et donc, du coup, c'est le sentinelle qui va pouvoir vous dire quel style de tâche c'est. Non, je veux dire, on détecte les tâches dans Sentinel-1. Donc, le Sentinel-1, c'est un radar. Alors, généralement, le radar est un satellite qui envoie un signal et qui reçoit en quelque sorte les échos de ce signal à partir d'une surface. Alors, généralement, quand on a affaire à une surface qui est plus ou moins plane, donc le signal revient tout de suite vers le radar et nous avons donc une tache plus ou moins noire par rapport à une surface qui est plus ou moins rugueuse. Alors ça, c'est la première en quelque sorte détection. Si on a une tache plus ou moins noire, on se dit que bon, peut-être qu'il s'agit là d'une zone qui est liée qui est plus ou moins lisse, j'allais dire. Donc, ensuite, il faut aller croiser les données. On a cherché dans d'autres types de satellites et essayer de caractériser spectralement ces tâches. Serait-il de l'huile ou je ne sais pas moi, d'une, je peux, je peux dire, ou s'agit-il par exemple d'un tapis algaire ou quelque chose comme ça qui fait que bon, nous avons donc cette surface qui est plus ou moins plane sur l'océan. OK. Alors, du coup, merci pour moi, c'est une question de curiosité, du coup. Alors, une autre question. Quels sont les moyens desquels dispose l'ANP pour détecter ou vérifier l'existence d'une nappe polluante? Donc, donc l'ANP, donc, il est à l'intérieur donc, de son domaine d'intervention, il conformément au plan d'urgence national. Donc, on a donc, plusieurs caméras qui supervisent l'ensemble des zones gérées par l'ANP en temps réel à partir de notre sémaphore à la capitainerie. On a aussi donc plusieurs remorqueurs et plusieurs vedettes qui surveillent donc toute cette zone, donc qui sont exploitées donc par des sociétés autorisées et qui travaillent en concertation avec l'ANP. Et il y a aussi donc la surveillance donc assurée par les exploitants des terminaux pétroliers, aussi donc qui supervisent toute leur zone d'intervention. Donc l'ensemble de ces supervisions donc par caméra, directement par des engins flottants et aussi par la société chargée des nettoyages donc du plan d'eau. Donc, en cas d'alerte, en cas de détection d'une zone polluante, donc il y a un plan d'alerte pour informer l'ensemble des autorités pour pouvoir intervenir. Également, donc, l'université Chouaib Toukali, comme a expliqué Céline Bessi, donc, dans le cadre d'un partenariat, donc, il dispose en temps réel des informations sur toute la zone située entre Rabat et Safi. Donc, c'est une zone très, très large. Et c'est des images satellites qui supervisent et qui détectent toute nappe, comme il a expliqué. Donc, en croisant un ensemble de données, ils peuvent détecter donc, des nappes de pollution. Justement, maintenant, le challenge, c'est pour nous au port, c'est de passer de la supervision par caméra, la supervision en temps réel, donc à une supervision donc, automatique en utilisant les nouvelles technologies, en profitant de ces outils dont dispose donc l'université pour pouvoir avoir en temps réel et automatiquement, donc en cas de pollution, l'information pour pouvoir agir en temps réel. Merci beaucoup. Prochaine question. Do the ports use skimmers frequently? Donc, en cas, comme j'ai dit, en cas de pollution, donc, comme il a expliqué, donc c'est la Bessie, on n'a pas beaucoup d'incidents d'envergure de pollution, mais
pour pouvoir donc déployer les moyens, on a l'obligation de réaliser des exercices, même s'il n'y a pas de pollution. Donc, effectivement, minimum une fois par trimestre, donc on effectue des petits exercices et on utilise donc les écrémeurs, on simule des pollutions et on utilise des écrémeurs. Et vraiment, donc, les incidents sont très, très rares. Donc, c'est une bonne chose, mais ça ne veut pas dire qu'il faut négliger ce risque. Donc, c'est un risque, même si la fréquence est petite, l'impact est grand. Donc, en combinant ces deux choses, donc c'est un risque potentiel qu'il ne faut pas négliger. Je vous parle, mais je suis en mute. Merci beaucoup pour cette réponse. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vais regarder sur la plateforme. Alors, j'ai une question qui est: les inputs de l'application en termes de position de la nappe seront-elles fournis en latitude, longitude? Oui, donc ils seront bien entendu fournis, justement, toutes les caractéristiques de la nappe, sa position en termes de sa position géographique, ses caractéristiques, j'allais dire sa taille, ses dimensions seront donc mis à la disposition, bien entendu, des participants. Super, merci. Alors, est-ce que ça répond à ta question, Salahedine? C'est tout bon pour toi? Alors, j'ai une nouvelle question. Y a-t-il un organisme qui verbalise les navires ayant causé une pollution? Oui, effectivement. Donc, l'agence, en particulier, l'Agence nationale des ports, dans sa zone d'intervention, et par, conformément au DAHIR de la police portuaire, donc il verbalise donc, les navires ayant causé la pollution et il leur impute également les frais de la réparation du préjudice subis et du prix du nettoyage de cette pollution. Il y a aussi des autres organismes comme la gendarmerie royale maritime, la marine royale, la marine marchande. Donc, tous ces organismes, donc, ils ont des attributions pour le contrôle et, bien entendu, appliquer les mesures coercitives à l'égard des pollueurs, conformément au texte en vigueur. Merci pour cette précision. Alors, je n'ai pas d'autres questions pour le moment. N'hésitez pas à les poser. C'est avant les prochaines deadlines donc, de soumission des pages projets. C'est important de poser un maximum de questions. Alors, j'ai une nouvelle question. Cela est-il le cas pour le port de Casablanca aussi, ou bien juste celui du port de Jof Lasfar? Désolée, je prononce très mal. Donc, c'est le cas pour l'ensemble du Maroc. Donc, pour tous les ports, donc l'autorité, il y a le DAHIR de la police portuaire. Donc, dans le cadre de ce DAHIR, donc l'autorité portuaire, qui est l'Agence nationale des ports, ou bien donc, dans le cas de Tangemed, l'agence spéciale Tangemed, donc il a des attributions, il peut appliquer donc des pénalités et, comme j'ai dit aussi, imputer les frais du nettoyage et du préjudice aux pollueurs. Donc, c'est un texte de DAHIR, s'applique à l'ensemble des ports du royaume. Et donc, donc, il y a aussi des autres organismes. Donc, dans l'ensemble des eaux territoriales du Maroc, donc il y a,
comme j'ai dit, la marine marchande, la marine royale, la gendarmerie royale maritime, donc tous ces organismes donc, ont en charge la supervision donc, de cette zone, de toutes les eaux marocaines et appliquer. Donc, il y a plusieurs mesures déjà préventives, telles que donc, conformément à la Convention internationale Marpol, il y a un ensemble de mesures préventives pour éviter ces pollutions. Donc, ces organismes ont l'obligation, dans leur attribution, le contrôle de l'application de ces mesures. Et en cas de pollution, donc, ils ont donc les attributions nécessaires pour appliquer les pénalités donc, et verbaliser ces pollueurs. Très bien, merci. Il y avait une précision, donc en fait, Salah Eddine, quand il a posé sa question donc, sur l'application en termes de position de la nappe, est-ce que les inputs seront proposés en longitude, latitude, longitude? Il voulait savoir surtout pour l'utilisateur final de l'application. Donc, si moi je suis l'utilisateur final et que je veux savoir où se trouve la nappe, est-ce que je vais avoir les informations en latitude, longitude aussi en tant qu'utilisateur final? Et deuxième partie de la question, l'application aura le seul rôle de prévision à partir des données satellites météo et autres. Est-ce que ça sera le seul rôle de cette application, ce que vous recherchez? Donc, le rôle de l'application, c'est effectivement recueillir ces données, mais aussi prévoir donc, le développement de cette nappe. Donc, comme on a dit, donc, la fréquence de ces images, donc, ils ont une fréquence, donc, une image par 24 heures. Donc, en cas de détection de la pollution, il faut simuler sa propagation pour donner donc, aux utilisateurs donc, les zones à risque, là où il va atterrir, donc les zones qui seront menacées, comment donc, intervenir en fonction du temps. Donc, il y a un développement, il y a une propagation en fonction du temps, l'échelle temps, et donc il faut savoir à n'importe quel moment quelles sont les mesures à faire, quelles sont les zones qui seront menacées pour préparer les luttes. Et bien entendu, donc, les informations, on les recevra donc, en fonction de ces coordonnées, donc, vu qu'on travaille, donc, tout le monde donc, dans le domaine maritime travaille avec ces coordonnées. Je voudrais juste rajouter, si vous le permettez, donc l'idée, dans un premier temps, donc, de détecter en un temps vraiment opportun, rapide, caractériser, ensuite simuler la dérive de la nappe qui a été détectée pour justement mettre en place le plan opportun pour agir à la dérive de ce plan. Alors, bien entendu, justement, pour pouvoir simuler la dérive de cette nappe, il faudrait donc avoir toutes les informations, en particulier les informations qui sont, ou plutôt les données qui sont donc en relation avec la prévision météorologique, plus particulièrement donc la prévision de ce qui est vraiment vecteur et houle, qui va donc en quelque sorte aider pour orienter, pour pouvoir avoir une idée vers où se déplace cette nappe. Donc, l'idée serait donc de détecter en un temps rapidement, ensuite fournir les informations vers où la nappe est en train de dériver, suite à des prévisions justement météorologiques, particulièrement liées à la direction et à l'intensité des vents et à la houle. Merci beaucoup pour cette précision. Nous avons une autre question. L'ANP dispose-t-elle de sa propre station météo? Sinon, quelle est la source de ces données? Donc l'ANP dispose donc, d'un ensemble donc,
appareil pour mesurer les différents paramètres. Donc, il y a au niveau du VTS, donc il y a un ensemble de mesures effectuées sur le vent, la direction des vents et aussi donc l'intensité, aussi donc la route, etc. Il y a aussi des marégraphes et des houlographes qui sont installés dans le port pour recueillir les données en temps réel. Et finalement, on a une convention avec les services météo du Maroc, donc, et qui nous livre donc selon une convention l'ensemble des mesures effectuées par leurs stations qui sont situées soit au port, soit à proximité du port. Merci beaucoup. En plus des données qui sont vraiment des données météorologiques qui sont enregistrées au niveau des stations, je pense que la DMN, la direction de la météorologie, avec laquelle l'ANP donc a des conventions certainement, la direction de la DMN pourrait fournir, le plus important, c'est donc de forecaster en quelque sorte, de prévenir quel temps se fera dans les heures qui vont venir pour pouvoir un petit peu simuler. Donc, le plus important, c'est donc la prévision météorologique, en plus de la mesure de la donnée météo. Et je pense que bon, ça, c'est une donnée qui est disponible auprès de notre direction de la météorologie nationale. Merci pour ces réponses. Alors, je n'ai plus de questions sur la plateforme. Y a-t-il d'autres questions sur le Zoom auxquelles nous n'aurions pas répondu ou alors manque de précision? N'hésitez pas à les demander. Est-ce que tout le monde a accès aux ressources déjà pour savoir? C'est déjà une bonne chose. Je vous ai coupé, vous souhaitez dire quelque chose? Moi, je me posais une question concernant les données de la météo nationale. Je ne sais pas si dans le Drive, on a accès à ces données ou comment est-ce que les participants pourraient avoir accès aux données de la météo qui visiblement sont importantes pour pouvoir prévoir la propagation de la nappe. Je ne sais pas si on pourrait avoir des précisions là-dessus. Merci Tariq pour votre intervention. Ça faisait partie des questions que j'allais poser. J'ai une autre question en attendant qu'on puisse vous répondre. C'est l'ANP peut-elle procurer quelques données peut-être pour une date précise pour les introduire dans le modèle? Je ne sais pas si c'est très très clair. Donc, je pense que M. Senel peut donner donc, des explications sur la convention qu'on a avec la DMM et bien entendu donc donner donc aussi donc les informations publiques que cette direction peut mettre à la disposition du public. Donc, concernant le cadre de convention avec la météorologie nationale, c'est un cadre qui est adapté pour chaque port, qui permet de faire des prévisions météorologiques via des bulletins qui sont communiqués au profil des ports. Donc, généralement, la météorologie nationale établit l'établissement de ces bulletins en se basant sur des modèles qui sont propres à la météorologie nationale. Donc, je ne pense pas que ça peut être communiqué au public. C'est la propriété intellectuelle de la météorologie. Mais l'Agence nationale des ports fait l'achat des bulletins qui sont journaliers pour prévision des conditions météorologiques dans les 24 heures et les 48 heures pour chaque port. Donc, c'est notamment dans la zone, dans la période où il y a des mauvais temps ou des conditions météorologiques sévères, on reçoit des BMS, des bulletins météorologiques spéciaux, qui permettent de donner une prévision sur la dégradation des conditions météorologiques pour un port déterminé. Je pense premièrement, qu'est-ce que je recommande pour les candidats? Donc, généralement, il y a des modèles qui sont universels, qui peuvent être très bien adaptés pour la zone du Maroc.
pour le cas d'un modèle dynamique pour le cas de George Sfar, je ne pense pas que la météorologie nationale, dans le cadre contractuel qu'on a, que peut fournir ce type de données. Merci. Merci beaucoup. Et est-ce que du coup, dans les ressources que vous avez partagées aux participants, vous avez mis des exemples de bulletins météo pour leur donner un petit peu de la visibilité sur ça? Je pense pour les données partagées avec les candidats, il y a des données, les données météorologiques dominants au niveau du port Jafsar, mais pour avoir des données dynamiques, c'est pas prévu au niveau des données communes. Mais je pense que c'est un point qu'il faut qu'on regarde, Amine, parce que je Oui. pense qu'on a tout à fait la possibilité de mettre à disposition des participants les données publiques de prévision de la météo nationale sur 24 heures, sur 48 heures. Mais je pense qu'il faut qu'on regarde un peu de notre côté comment faire. Ok. Tarek, vous m'entendez? Oui, Amine. C'est Amine Karam. Oui, Amine, oui. Oui, donc effectivement, en cas de besoin, on pourra rediscuter avec la direction de la météo nationale pour voir dans quelle mesure on pourra rendre public un certain nombre de données statistiques si jamais le besoin est là. Surtout que c'est des données, on va dire, qui ne sont pas tellement confidentielles. Il s'agit en fait de direction de propagation de la houle, la période, la Exactement. hauteur, etc. Donc, on pourra voir avec la Direction générale de la météorologie de mettre à la disposition spécialement pour ce challenge quelques données pour permettre effectivement aux challengers de pouvoir faire tourner leur modèle et proposer des simulations qui pourraient être les plus proches de la réalité possible. Voilà. Ok, super, merci. Super. J'aimerais juste rebondir sur le commentaire de Amine El Karam ou des personnes qui ont précédé. Donc, l'idée ne serait pas donc de développer un modèle pour de la prédiction météorologique. C'est juste utiliser, donc, je pense que pour la DMN, donc, il fournit, c'est un service public, donc il fournit l'information justement sur la prévision météorologique. Le plus important, c'est donc d'avoir cette prévision dans les 24 heures à venir pour pouvoir un petit peu simuler ça et l'intégrer dans le modèle de simulation. Donc, cette donnée, elle est disponible. Donc, que ce soit pour le climat proche du port de Jaffa ou bien même pour un petit peu vers le large. Donc, elle pourra couvrir certainement la zone de simulation. Donc, nous allons voir comment rajouter cet input-là au niveau des data mis à la disposition des challengers. Super, merci. J'ai une autre question, toujours de Salaheddine. Comment l'application peut savoir qu'il y a une nappe, sauf si elle est reliée à une autre application qui analyse les données satellites, comme a précisé M. Abbassi dans le précédent webinaire? Vous voulez bien répéter, s'il vous plaît, la question là? Bien sûr. Alors, comment l'application peut savoir qu'il y a une nappe, sauf si elle est reliée à une autre application qui analyse les données satellites, comme a précisé M. Abbassi dans le précédent webinaire? Oui, donc, quand je dis, donc, le mieux serait donc d'avoir une application qui est plus ou moins, qui intègre tout le processus en quelque sorte, depuis carrément la détection jusqu'à vraiment proposer une simulation. Ça, c'est, moi, à mon sens, hein, justement, c'est d'avoir une application intégrée avec bien sûr, plus ou moins simple, hein, justement, d'utilisation, donc, qui serait donc utilisé par monsieur tout le monde, qui permettrait un petit peu, dans un premier temps, de détecter rapidement et puis donc de simuler la dérive, de simuler la propagation. Donc, en complément de ce qu'a dit M. Ledessi, donc, on a mis à la disposition donc, des participants donc,
le site web où ils peuvent recueillir donc, les images satellites. Donc, comme on a dit, donc, notre objectif, c'est, je répète, donc, je confirme ce qu'a dit M. Lampassi, donc, c'est d'avoir donc, cet aspect détection très important. Et on souhaite, donc c'est parmi les objectifs recherchés de ce challenge, donc d'être connecté donc à ces sources pouvant fournir donc ces images satellites. Donc notamment, donc on a mis donc un parmi ces sites, donc sur la plateforme il existe donc la source. Donc maintenant le challenge c'est comment donc recueillir ces données soit météorologiques, soit donc c'est dans des images satellites de la zone concernée pour pouvoir donc détecter et après simuler la propagation et donner sur l'échelle de temps donc l'évolution de cette nappe. Merci pour cette précision. J'ai une nouvelle question de Haji. Est-il possible d'avoir un jeu de données, position initiale et finale d'une nappe d'hydro, ses caractéristiques, afin de valider un modèle local de dérive? Donc ça, ce que nous proposons, c'est donc pendant l'exercice, après, donc on va tester bien entendu ces outils après. Donc, pendant l'exercice, donc, on peut simuler une pollution et voir l'évolution et comparer les résultats obtenus à partir de l'outil et les résultats réels sur l'exercice. Aussi, on a travaillé avec l'université Chouaib Toukali, donc ils ont donc sur le laboratoire un bassin où on peut faire donc des cas et essayer de voir l'évolution. Donc, et savoir donc, et juger sur la pertinence de l'efficacité des résultats fournis par l'outil. Merci beaucoup pour ces informations. Ça veut dire que ce jeu de données, vous pouvez le mettre à disposition des participants, cette étude, ou c'est quelque chose qui reste confidentiel et à l'université? Non, donc on ne peut, donc on ne peut le faire qu'après avoir réalisé donc sur le terrain donc une simulation pour comparer les résultats fournis et la réalité. Mais je pense sur les images donc disponibles des pollutions donc sur la période à partir de 2017 qui sont disponibles et que M. Lampassi donc propose de mettre à la disposition des participants après avoir donc signé une convention d'utilisation avec l'université. Donc on peut voir, parce qu'il y a des images chaque 24 heures, donc on peut trouver des images, plusieurs images à la même pollution, donc étalées sur le temps, et ça fournit donc une idée sur la propagation. Faut-il savoir les conditions, bien entendu, climatiques dans les conditions de vent et de houle pendant cette date, donc pour pouvoir voir donc l'évolution, mais pour avoir donc une idée claire sur l'efficacité, il n'y a qu'une seule méthode efficace, c'est simuler la pollution. Et on ne peut le faire qu'après donc avoir l'outil. Et après, donc, on va le tester pendant tous les exercices pour les exercices effectués pour voir. Donc, on simule la pollution, on la programme sur l'outil et après, on voit son évolution en temps réel et on compare les résultats obtenus à partir de l'outil, de l'application et les résultats réels constatés sur le terrain. Ce que je comprends assez de la question, c'est que pour pouvoir mettre au point cet outil, les participants ils ont besoin des données liées à un ou plusieurs cas
de propagation avec toutes les informations pour calibrer leur outil. Et je ne suis pas sûr qu'on ait ça qu'on ait déjà ça mis à disposition. Et ce que j'ai compris aussi d'une partie de la réponse, c'est qu'il y a besoin d'un accord de confidentialité avec l'université sur ces données. Et du coup, je me dis, l'accord de confidentialité, il existe déjà dans le challenge. Donc, est-ce qu'il suffit ou est-ce qu'il faut faire autre chose? Est-ce qu'il faut modifier notre accord de confidentialité par rapport à ça? Je ne sais pas si Oui, alors je vais donc intervenir là-dessus. Alors, en termes de données satellitaires, ces données-là sont donc disponibles, free of charge, par l'Agence spatiale européenne. Les données satellitaires Sentinelle. Concernant un petit peu les produits qui sont donc générés à partir de ces données-là, les produits que notre équipe a générés depuis carrément 2017 et qui continue toujours à le faire, parce que bon, c'est une observation presque quotidienne. Chaque jour, on est en train justement de scruter un petit peu la côte marocaine à la recherche et à la détection justement de nappes ou de taches dans un premier temps. Donc, c'est un travail qui se fait donc presque quotidiennement. Chaque jour, nos chercheurs sont en train de détecter, d'aller chercher des nappes. Donc, ces produits-là, bien sûr, puisque bon, c'est de la production justement scientifique, il est mis à la disposition de tous les participants et de tous les utilisateurs, gratuitement, free of charge, moyennant juste, puisqu'on est en train de le produire dans le cadre d'un projet de recherche, moyennant une convention entre nous et l'utilisateur, en quelque sorte. C'est juste un petit peu une convention qui régule, en quelque sorte, l'utilisation de ces données, de ces produits, pour ne pas dire données. Bon, les données brutes, il existe, mais bon, nous avons donc généré des produits à partir de ces données et qui sont donc disponibles et on est prêt à les mettre à la disposition. Et je répète que bon, chaque jour, nos chercheurs sont en train de chercher s'il y a une tâche. Toujours, on se focalise dans un premier temps donc, dans cette zone, mais bon, on pourra donc étendre nos investigations vers d'autres régions. Donc, voilà. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. En complément, si vous permettez, en complément à ce qu'a dit Sylla Bassi et en réponse à Sylla Maouni, donc, pour pouvoir c'est les données nécessaires pour les participants, c'est l'évolution donc de la nappe. C'est une information qui peut être recueillie, donc des images satellitaires qui peuvent être mises à la disposition par l'université Chouaib El-Kiali. Mais aussi, il faut savoir, dans cette zone et pendant cette date, les deux paramètres nécessaires à la propagation, à savoir la direction et l'intensité des vents, et aussi celle des courants. Pour pouvoir combiner ces deux, je trouve, bon, c'est faisable, mais c'est très difficile de recueillir donc, ces données dans cette zone. Donc, pour pouvoir réaliser ça, donc, je pense qu'il y a une autre méthode, c'est de réaliser l'exercice et savoir les conditions et tester. C'est la meilleure façon donc, pour tester, mais aussi l'autre façon est possible, mais il faut croiser ces deux données. Donc, les images satellites ne fournissent que des images de la pollution, mais elles restent dans la même zone des autres données relatives au vent et au courant. Alors, dans ce cas-là, moi j'ai une question, c'est comment fait l'université Chouaib El-Kiali pour récupérer les informations sur les vents, les courants? C'est une interface qui est avec la direction de la marine, de la météo nationale, ou comment vous faites? Pour le moment, justement, on n'a pas encore commencé le deuxième volet justement de la simulation de la propagation de l'onde.
on se contente pour le moment, toutes les investigations que nous avons faites, toute la recherche que nous avons fait, c'est juste pour répertorier dans un premier temps comment dire, Les, les nappes. les nappes, ouais, Et la deuxième étape, à savoir justement de la propagation. Très bien. Donc, en complément, donc, on travaille avec donc, un autre chercheur sur une thèse donc, sur. Allah يبارك فيك. Oui, et on a essayé, donc, on a fait des exercices donc, sur le porc. Donc, il y a plusieurs façons de faire ça, donc de faire des exercices, soit en labo. Sur le laboratoire, c'est plus simple, mais ce n'est pas très donc, indicatif. Et il y a aussi donc, sur le porc, soit on utilise donc, une bouée dérivante, donc on a des bouées donc, on met, donc, qu'on peut les suivre, ils ont un système AIS, et on les met sur donc, une sorte de simulation de pollution, donc qui a une caractéristique similaire au produit. Il y a aussi donc tout simplement la tourbe qui émet, qui est supervisée, donc qui est suivie par un navire équipé d'un système AIS, et on peut détecter donc, ou bien suivi par une caméra, donc par l'observation, donc par caméra, et on peut donc voir l'évolution donc de la pollution. Donc, on travaille sur ça. Donc, c'est vrai, c'est un exercice un peu difficile, mais il est faisable. Et ça permet donc de donner des indications donc, suffisamment claires sur l'efficacité et sur la pertinence des conclusions fournies par le simulateur. Merci beaucoup. On peut voir qu'il y a un beau challenge à relever. Donc, je vais laisser les participants se concentrer sur le challenge et sur leurs solutions qu'ils vont vous proposer. Pour respecter le temps du webinaire, je vais y mettre fin. On a répondu à toutes les questions. Je n'en vois plus d'autres. N'hésitez pas, vous, participants, si vous avez d'autres questions, à les poser sur la plateforme directement dans le lobby ou sur le chat à un mentor ou alors à solliciter une interview avec eux, parce qu'ils vont mettre bien évidemment à jour leur disponibilité. Je n'en doute pas. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci pour vos questions et je vous dis à très vite pour le prochain webinaire qui est dans quelques minutes si jamais vous avez envie de voir le challenge pesage dynamique des camions. Merci à tous encore une fois et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci Adélaïde. Merci à vous et au revoir.